Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette vidéo lecture manga du mois d'avril 2025 dans laquelle on va passer en revue mes lectures manga de ce mois-ci. On va donc commencer avec le gros morceau de la vidéo, les tomes 8 à 11 de Le quotidien d'une épée maudite. Alors les titres qui commencent par le, c'est toujours un peu compliqué, on sait jamais s'il faut dire... Quand on parle dans une phrase, quoi, c'est jamais très naturel de dire c'est le tome 8 de Le quotidien d'une épée maudite. On a envie de dire du quotidien d'une épée maudite. Mais bon, on fait comme on peut, on fait comme ça vient. Quoi qu'il en soit, cette petite réflexion mise à part, j'ai des trucs à dire sur ces 4 tomes. Pourquoi? Notamment parce que ce sont les derniers. Et ça, j'étais pas au courant. C'est rare que je me fasse surprendre par le fait que ce soit la fin d'une série. Généralement, soit je le vois venir en lisant, soit j'ai l'info de par internet, tout ça quoi. Et là, je me suis fait surprendre des deux manières, parce que j'avais ni l'info sur internet, je savais pas que c'était les derniers tomes. Et vu que j'avais un peu de retard, vous avez vu, j'en ai enchaîné 4, j'avais pas vu venir forcément que c'était la fin, quoi. Du coup, voilà, c'était une surprise, et une surprise un peu triste dans un sens, parce que moi, Le quotidien d'une épée maudite, c'est vraiment un de mes coups de cœur récents. C'est une série qui est pleine de surprises, qui a son propre style, qui est très, voilà, graphiquement très joli, tout en étant assez particulière. Il y a des fulgurances, il y a des personnages hauts en couleur, il y a du très bon gag. C'est vraiment un super manga, Le quotidien d'une épée maudite, je vous le conseille si vous n'avez pas sauté le pas. Du coup, il n'y a que 11 tomes au final, c'est pas une si longue série que ça. Si vous voulez tester, vous vous engagez pas sur un truc ultra long. Mais vraiment super série, l'auteur pour moi est très prometteur. D'ailleurs, j'ai les 2 premiers tomes là actuellement où je vous parle de son manga Elden Ring. Et j'ai envie de jouer au jeu Elden Ring juste pour pouvoir lire le manga en ayant toutes les refs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment cet auteur m'a beaucoup parlé dans Le quotidien d'une épée maudite et je suppose qu'il a beaucoup de potentiel dans ses autres séries. Voilà, donc très bonne série pour moi. Là c'est la fin surprise, donc un peu triste et en même temps comme toujours un peu content d'avoir fermé la dernière page de cette série quoi. Donc vu que c'est la dernière fois qu'on en parle, je vais en faire le résumé une dernière fois histoire de titiller un peu les gens qui connaissent pas encore, de peut-être vous faire commencer, vu qu'a priori on n'en parlera plus jamais, sauf s'il y a une suite ou je ne sais quoi, bon voilà, ou s'il y a une relecture peut-être, mais ce sera dans plusieurs années, me connaissant. Donc, Le quotidien d'une épée maudite, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gars, donc ce type-là, et de sa petite sœur qui vivent ensemble mais qui sont pauvres, qui vont un jour tomber sur une épée maudite, donc ce gars-là, qui s'appelle JB, Justice Braver, c'est son nom complet. Et du coup, ils vont plus ou moins l'adopter, quoi. Enfin, ça va devenir le meilleur ami de la fille, et en même temps, du coup, ce sera son épée. Et c'est plein de personnages en couleur, un peu foufou. Il y a beaucoup de loufoquerie, mais avec un style graphique, vous le voyez peut-être sur ses couvertures, très, j'ai pas envie de dire réaliste, mais un peu quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu... je sais pas si on se rend bien compte à l'image, là, à la caméra, ça fait un peu... Il y a pas mal de volume dans le dessin, mais en même temps ils ont des traits un peu réalistes, c'est particulier. Regardez, voilà une page du manga, vous comprendrez peut-être un peu plus ce que je veux dire. Bon, c'est peut-être pas la meilleure page, j'ai pris une page au hasard, lisez pas les bulles si vous voulez pas être spoilé, hein. C'est le dernier tome. Mais voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, un style de dessin très particulier, très réaliste, qui du coup colle bien avec le côté comique, parce que c'est à la fois un peu réaliste et un peu grotesque, vous voyez. Et le manga est plein de fulgurances, plein de petites bonnes idées comme ça qui font plaisir. Les personnages sont très vite très attachants. Le manga auquel je le compare souvent c'est Belzebub, parce que pour moi il y a aussi ce truc de au début tu suis juste le personnage principal dans ces histoires quoi, et au fur et à mesure il y a un casting de personnages secondaires récurrents qui se construit et t'es attaché à tous en fait. Ils sont tous en couleur, ils sont tous cool, alors que sur le papier ils sont pas si intéressants que ça. Je veux dire, voilà, je vais pas spoiler quel genre de personnage on croise dans cette série, mais sur le papier, c'est pas forcément des trucs incroyables. C'est juste qu'ils sont tellement bien campés les personnages et ils sont tellement amusants et attachants et etc. que au final, voilà, tu t'y retrouves et tu peux plus les lâcher quoi ces personnages. Bon après, c'est comme tout, hein. Ça dépend. Il y a forcément certains gags récurrents s'ils vous ont pas plu la première fois. Bon, peut-être que la 15e fois ils vont plairont pas non plus, et du coup vous pouvez peut-être perdre un peu le pied avec la série quoi. Vous pouvez vous dire bon. C'était pas drôle la première fois, c'est pas drôle la 15e. Mais bon, si t'as trouvé ça drôle la première fois, généralement ça évolue plutôt bien. Voilà, alors dans un sens, la série, même si je m'attendais pas à sa fin,
c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit finie, même si je l'adore encore une fois, mais je dis ça rapport au fait que la série semblait pour ses gags, à force d'aller toujours plus loin, devoir de plus en plus prendre une dimension méta. Vers les derniers tomes, il y a beaucoup plus de gags sur le fait que la loufoquerie des personnages de gag manga outrepasse un peu la logique et la puissance de leurs adversaires. Et je me dis, si ça avait continué sur encore 10 tomes, à la fin ça aurait été un peu trop dans un délire méta, je pense. Là, vers la fin, ça part sur du méta. Heureusement, dans un sens, que c'est pas allé jusqu'au tome 30, parce que au tome 30, on se serait retrouvé avec un délire qui n'a plus aucun sens. Parce que bon, si tu fais des gags méta sur le fait que les gags sont des gags machin, au bout d'un moment ça perd un peu le lecteur. Moi, t'as certains arcs vers la fin où je commence à me dire, ah, c'est dommage qu'ils insistent à ce point sur ce côté un peu méta de ah, on est bizarroïde, du coup on défie les lois de la logique. Bon, voilà, pour moi on frôlait la limite de ce qui est acceptable niveau méta sans que ça devienne un peu too much. Donc heureusement dans un sens que ça s'est fini, même si je répète, c'est une série très très cool, je vous la conseille vraiment très fort, parce que bah c'est forcément pas le genre de série ultra populaire, ultra connu, il n'y a pas d'animé ou quoi que ce soit, même si ça pourrait faire un animé sympa s'il y a le bon studio d'animation qui va dessus. Mais voilà, donc petite pépite que je vous conseille très très fort. Ensuite, le tome 20 de Stranger Case. Alors Stranger Case, je me rends compte de plus en plus, vraiment au fur et à mesure que je le lis de manière un peu éparse, parce que bon, les tomes sortent pas tous les jours non plus, et en plus, ça fait partie des quelques séries que je suis activement, dont parfois j'ai un peu de mal à trouver les tomes. C'est-à-dire, ce tome, j'ai dû le commander, il me semble, par exemple, vous voyez. Ça fait partie des quelques séries où, si j'y vais pas day one, je suis pas sûr qu'ils soient encore dans les rayons. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou même si j'y vais day one d'ailleurs. Voilà, les librairies où je vais n'ont pas toujours les tomes de Stranger Case. Après, je peux les commander, donc c'est pas un problème, mais du coup, ça fait encore un peu plus d'espace entre ma lecture des tomes. Voilà, ce qui peut avoir un effet néfaste ou positif selon comment je vis le truc, mais en tout cas, c'est un truc à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, ouais, je me rends compte que j'aime vraiment bien Stranger Case en fait avec ces derniers tomes, ces derniers temps. Bon, vous allez me dire, je suis au tome 20, encore heureux que je me rende compte que j'aime bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve vraiment que les histoires, elles sont prenantes en fait ces derniers temps. Genre, j'étais vraiment impliqué dans l'histoire là qui est dans ce tome 20. Et celle d'avant aussi m'avait plutôt bien plu. Et j'ai le sentiment que celles qui se profilent sont aussi très intéressantes. Donc voilà, les histoires de Stranger Case vraiment me parlent. Le fait qu'on ait un peu outrepassé ce fil rouge de cette chasse à l'homme un peu de la cousine là, sans rentrer dans les détails pour pas vous spoiler hein, si vous connaissez pas, mais le fait qu'on ait outrepassé un peu ce fil rouge, pour moi c'est un truc positif, parce que les fils rouges, si ça dure trop longtemps, ça finit par devenir un peu lassant. Voilà, j'ai lu que 2 ou 3 tomes de Detective Conan par exemple, mais ceux qui sont au tome 90 quelque chose et c'est toujours un enfant, j'espère qu'il y a des petits développements par-ci par-là entre les affaires, parce que sinon ça doit être insupportable. Il faut croire que non, parce que sinon ça durerait pas aussi longtemps. Mais voilà, c'est l'idée que je veux transmettre. Encore une fois, j'ai lu que 2-3 tomes hein, de Détective Conan, c'était juste une réflexion pour faire exemple un peu. Mais ouais voilà, donc le fait que le fil rouge se soit terminé et qu'on continue quand même sur des affaires qui restent très intéressantes, pour moi voilà, ça rajoute quelque chose. C'est vraiment un manga avec des histoires prenantes. Et il y a ce feeling qui est normal vu que c'est adapté d'un livre il me semble, très roman quoi, roman de mystère, roman policier. Il y a vraiment une réflexion derrière les affaires, derrière qu'est-ce qui peut les rendre intéressantes, qu'est-ce qui peut les rendre un peu inattendu, qu'est-ce qui peut faire en sorte que le mystère vaille le coup d'être exploré, et quels twists peuvent rendre le truc un peu intéressant. Vraiment, je conseille très fort Stranger Case si vous êtes passé à côté, parce que vu que c'est un des quelques mangas que je dois commander assez souvent, je suppose qu'il n'est pas hyper populaire. S'il était hyper populaire, je pense que je le trouverais partout, d'autant que c'est Pika en plus, donc c'est un éditeur assez renommé, assez mainstream. Donc je suppose que si c'était un énorme succès, j'en verrais partout. Donc si vous n'y avez pas pensé, je vous invite vraiment à vous lancer dans cette série, c'est hyper intéressant. Est-ce que je fais un résumé? Parce que c'est vrai qu'on est au tome 20,
Ça m'étonnerait, je sais même plus si quand le tome 1 était sorti je faisais déjà des vidéos comme ça, donc je sais peut-être déjà même présenter clairement de quoi ça parle. Je vais présenter au cas où, tiens, allez, vu que je me suis dit que là c'était je vous le conseille, je vais vous dire de quoi ça parle si vous connaissiez pas. C'est, pour faire simple, l'histoire d'un gars immortel et de sa petite amie, entre guillemets, enfin c'est pas clair, la fille reine des yokai un peu, qui du coup voit les yokai et les yokai lui donnent des infos, machin, les fantômes, tout ce qui est surnaturel quoi, lui vient la voir et lui fait oh il y a eu un meurtre là-bas, vite, faut que tu m'aides pour telle ou telle raison d'interférence entre le monde des yokai et des humains, machin. Et du coup souvent ce qu'elle va faire c'est que elle et son petit ami immortel vont aller essayer de résoudre l'affaire, mais généralement résoudre l'affaire ça implique de mentir en fait. Ça implique d'inventer une justification, d'inventer la résolution de l'affaire. Parce qu'ils peuvent pas dire que c'est des yokai qui ont fait le coup ou des yokai qui ont interféré, machin. Donc en gros, il y a un meurtre par exemple, je donne pas une vraie histoire, là je donne un exemple. Il y a un meurtre et il y a un yokai qui est témoin de qui est le meurtrier. Sauf qu'ils peuvent pas aller dire à la police ouais le yokai il a vu, c'est pas celui que vous pensez. Donc ils sont obligés d'inventer un mensonge crédible pour que l'affaire se règle toute seule quoi. Donc ça c'est ça donne des trucs assez intéressants. Puis généralement vous en faites pas, pendant qu'elle invente le mensonge tout ça, on a plus ou moins la vérité qui se dévoile, mais qui est pas toujours dévoilée au personnage concerné, mais qui est dévoilée en arrière-plan quoi, tout en construisant son mensonge quoi, elle dévoile un peu la vérité à nous le lecteur. Et si c'est pas le cas, généralement elle le raconte après à ses potes, enfin à ses alliés quoi. Ouais, alors c'était vrai ce que t'as dit? Non, c'était pas vrai ça. Par contre ça c'était vrai, le yokai me l'a dit, machin. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est plein de mystères, c'est très roman policier, roman de mystère, roman d'enquête quoi. Donc si vous aimez bien ce genre de truc, c'est vraiment très intéressant et c'est assez spécial quoi comme histoire. C'est une histoire de mystère mais où il faut inventer le mystère parfois. Ça c'est assez cool. Ensuite, Dead Rock, tome 3. Alors, Dead Rock, nouvelle série de Mashima qui avait été annoncée comme courte, mais on ne connaît pas encore la durée totale. Croisons les doigts pour que ça devienne une série longue, mais si c'est une série courte, ça me va aussi, très honnêtement. Et donc, Dead Rock, un truc qui nous avait marqué dans les 2 premiers tomes, si vous n'aviez pas suivi, c'est que c'était très libre comme série. Et c'est-à-dire que, par exemple, la mort de personnages au début de l'histoire n'est pas souligné plus que ça. La mort, il y a des personnages qui meurent dans ce monde-là, dans cette histoire, et c'est pas impossible, c'est pas un drame, c'est pas souligné plus que ça, c'est un monde un peu foufou, quoi. C'est un monde où vraiment tout est possible, et qui ne se censure pas, quoi. C'est voilà, on est sur la liberté totale au niveau de l'auteur, et la réflexion que je m'étais faite précédemment, c'est qu'il y avait des chances quand même que, au fur et à mesure des tomes, ça se mainstreamise, entre guillemets. Pourquoi ça se mainstreamise? Parce que, au fur et à mesure que l'histoire se construit, ça devient de plus en plus dur de tuer un personnage sans raison, de faire ceci, de faire cela, et du coup, ça allait devenir moins foufou et plus lambda. C'est pas vraiment le cas, visiblement. Je ne spoil rien, je dis rien. Je ne dis pas pourquoi. Mais, le manga dans ce tome nous prouve que oui, l'auteur est toujours aussi libre. Oui, Hiro Mashima, il n'en a plus rien à faire, il fait ce qu'il veut, et je pense que là, il se préoccupe plus de est-ce que le lecteur, machin, il va approuver ce choix ou pas. Non, il veut faire un truc, il le fait, tant pis si ça casse la narration et que ça parte dans une autre direction, c'est l'effet choc, ça compte, c'est pas grave, et ça j'aime bien. C'est vraiment cool. On voit cette trajectoire, je trouve, de Mashima depuis... Alors, Rêve, j'ai pas encore tout lu. Mais, voilà, Fairy Tail, le gros succès. Ensuite, Eden Zero, qui était, du coup, beaucoup plus libre que Fairy Tail sur pas mal d'aspects. Et là encore, Dead Rock, qui est encore plus libre. Parce que Dead Rock, je vous l'ai dit, dans le premier tome, t'as des persos secondaires qui meurent. C'est pas traité comme un drame, c'est pas traité que... Voilà, juste, il y a des gens qui peuvent mourir dans cette série. C'est pas un... Voilà. Et d'autres trucs aussi un peu inédits, genre certains personnages secondaires qui se dévoilent un peu plus tard que les autres. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je veux pas spoiler qui que ce soit, mais
tout ça pour dire que cette série, visiblement, est bel et bien aussi libre qu'elle en avait l'air au début. Et elle se mainstreamise pas trop. Donc, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, quoi. Il va y avoir des sacrés retournements de situation, je pense, dans la suite de l'histoire. Et je suis vraiment pressé de lire la suite. C'est vraiment une ambiance que j'aime bien en plus. Moi, cette ambiance un peu monstre, un peu enfer. Voilà, on est dans un monde un peu à la Hirumakun, entre guillemets, en termes de bestiaire, enfin, vous voyez, c'est un monde d'enfer avec toutes sortes de monstres, toutes sortes de créatures, toutes sortes de démons différents, et tout un folklore qui va avec, tout en étant un truc un peu fun, entre guillemets, mais pas trop, où on garde quand même en tête que c'est un monde de démons, de trucs comme ça, mais ça reste un peu fun, un peu avec une esthétique un peu cartoony parfois, enfin, voilà, c'est un monde à la Hirumakun, un peu à la Soul Eater dans certains aspects, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de monde où c'est un peu thématique monstre tout ça, mais en même temps c'est assez fun. Donc Dead Rock, gros conseil si vous hésitiez à vous lancer, c'est pour moi ça a le potentiel, si Hiro Mashima décide de changer d'avis et que ça devienne une série longue, ça a le potentiel pour être la prochaine grosse série de Mashima. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais si ça s'arrête au tome 6 et que c'est une bonne histoire bien construite, ça me va aussi. Quoi qu'il en soit, je suis pressé de voir ce qu'on nous réserve. Ensuite, One Piece tome 109, donc comme vous le voyez, c'est la version brillante, hein, la version premier tirage. Donc, ce tome 109 de One Piece, je l'ai adoré. Comme d'habitude, One Piece, je me refuse à spoiler quoi que ce soit. Encore une fois, je vais rien spoiler, donc à part ce qu'il y a sur la couverture, vous aurez aucun indice sur ce qui se passe dedans, vous en faites pas. Mais j'adore cet arc. Cet arc pour moi, vraiment je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense voilà, le sentiment persiste. On se rapproche du niveau de ce que j'appelle moi l'âge d'or de One Piece, que je placerai personnellement entre Long Ring Longland et l'Ellipse. Donc pour moi cet âge d'or de One Piece avec Marineford, avec Impel Down, avec Enies Lobby, tout ça, pour moi tout ça c'est l'âge d'or de One Piece. C'est le moment où l'univers de One Piece paraissait le plus grand, le plus vaste, le plus intéressant, avec le plus de lore, où il se passait des trucs d'envergure qui changeaient la face du monde. C'est pour moi l'âge d'or de One Piece. Et je trouve que là on est peut-être entré dans l'âge d'or 2, l'âge d'or post-ellipse. Appelez ça comme vous voulez, avec le monde voilà qui se dévoile, avec des tweets sur des personnages précédents qui reviennent, avec des infos qu'on n'avait pas, avec plein de personnages et de moments anciens de One Piece qui s'entrecroisent et qui font sens d'un coup, vous voyez, comme ce qui s'est passé pendant ce que j'appelle l'âge d'or. C'est voilà, là je spoil pas, mais il y a des personnages qui reviennent, il y a certains on apprend du lore dessus, très intéressant et très touchant. Il y a tout ce qu'il faut, l'univers a jamais été aussi ouvert. Vous voyez par exemple les arcs précédents avec le pays des Oa et avec Dressrosa et tout ça, c'était des arcs assez fermés mine de rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trop d'infos sur le monde extérieur, par exemple Zo, tout ça, enfin voilà, c'était des arcs très centrés sur eux-mêmes. Et là on est sur un arc ouvert, on est sur un arc où tu sens que le monde de One Piece existe autour et tu sens qu'il va y avoir des répercussions sur le monde de One Piece. Donc voilà, c'est encore un truc qui rapproche ça de ce que j'appelle l'âge d'or. Parce que bah ouais, à partir de Long Ring Longland, de Enies Lobby, tout ça, on se rend compte que le monde de One Piece est vaste, on se rend compte que d'anciens personnages peuvent revenir, faire des trucs, être importants, que tout était un peu lié, machin. Et bah là c'est pareil. Là on est vraiment sur du lourd en niveau de révélation, au niveau de développement de personnages anciens et nouveaux aussi. Hein. Mais vraiment j'adore cet arc One Piece, je suis fan. J'étais déjà fan avant, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ensuite on a Goodbye Dragon Life tome 9, donc Goodbye Dragon Life, on est sur un nouvel arc, donc ce nouvel arc se centrera visiblement, on n'est encore qu'au début, mais il y a une grosse thématique très visible sur ce personnage là, donc je sais plus comment elle s'appelle très honnêtement, mais voilà, en fait je me vois mal rentrer dans les détails, parce que ça vous avancerait à rien que je spoil cette série, d'autant qu'elle n'est pas très connue. Donc je peux vous dire que c'est un arc qui se passe sur une île flottante, machin, comme on voit sur la couverture, à la limite si vous voulez. Mais vous donnez les détails, vous avancerez pas à grand chose, je pense. Donc j'ai juste, voilà, nouvel arc, plutôt sympa. Goodbye Dragon Life, c'est une petite série sympathique. Je me demande si l'animé va amener une nouvelle lumière dessus, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça se suit. Il y a un peu de lore qui se développe, on verra bien où ça nous mène. Voilà.
j'ai pas grand chose de plus à dire. Des fois faut pas rester trop longtemps juste pour dire des trucs. Hein. Goodbye Dragon Life, tome 9, très sympa. Donc ensuite le 8ème fils, tome 13. Donc un tome qui est pratiquement entièrement dévoué au développement de ce personnage. Donc voilà, c'est l'ancienne noble entre guillemets. Alors, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on a parlé du 8ème fils. J'étais en mode, ah ouais, c'est sûr, j'ai dû dépasser l'animé là, vu qu'il y a tel personnage, je me souviens pas qu'il était dans l'animé. Devinez quoi, il était dans l'animé. Je me suis complètement planté, je m'en souvenais pas, voilà, ça m'avait échappé. Donc, je ne sais toujours pas au final si j'ai dépassé ou pas l'animé, mais ce que je me souviens pas de ce personnage-là, en tout cas, qui est le centre de cette histoire-là. Donc, je pense que là, j'ai dépassé l'animé. Après, est-ce que je suis fou? Peut-être. Non, c'est sûr. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est... je sais pas si j'ai dépassé l'animé, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois. Je pars du principe que oui. Dans tous les cas, si j'ai oublié, ça revient au même. Mais voilà, c'est un peu marrant de se dire que j'aurai jamais une réponse définitive si ça se trouve. Il me semble que ce personnage-là n'apparaît pas dans l'animé. Donc, a priori, j'ai dépassé l'animé. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien, visiblement. Quoi qu'il en soit, le 8ème fils, très sympathique. Encore une fois, je suis content que ça ait été publié en France. Et j'espère que ça va continuer à être sympathique. Et voilà, on en est déjà à la fin de cette vidéo. Alors je crois qu'elle sera pas trop longue ce coup-ci, même si j'ai beaucoup parlé de certains trucs. Plutôt sympa comme lecture. Alors les fins de série c'est toujours à souligner, hein, parce que bah on les reverra peut-être plus jamais. Donc encore une fois, le quotidien d'une épée maudite, je vous le conseille à fond. Des continuations qui m'ont agréablement surprise, même si j'attendais déjà que ce soit bien, mais voilà. Et des petites continuations sympas de séries honnêtement, c'est pas des séries dont j'attends énormément, c'est des séries où juste je me divertis bien. Le 8ème fils, en plus, vu que je connaissais avec l'animé avant, j'ai un peu d'affect avec la licence. Donc, mais voilà, c'est pas un mal. C'est pas, ok, j'ai sans doute été beaucoup plus surpris en bien. Enfin, j'ai vraiment passé un excellent moment quoi avec ces mangas-là. Mais ceux-là, c'est pas parce qu'ils m'ont pas fait passer un excellent moment que c'est pas bien. J'ai passé un très bon moment avec ces mangas-là aussi. C'est juste que, forcément, c'est plus dans la banalité, c'est plus dans la routine, quoi. Il y a moins ce côté waouh que m'ont procuré ces tomes-là. Mais, ça reste très agréable. Malheureusement, en vidéo, ça retranscrit un peu mal, parce que du coup, c'est les mangas que je mets à la fin et sur lesquels j'ai le moins de trucs à dire. Mais dans les faits, c'est des lectures très sympathiques aussi. Hein. Si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, monde de fantasy un peu isekai dans l'esprit, ceux-là sont très bien aussi. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez vu des mangas que vous appréciez. C'était Japanman, à plus!